Bonjour, et voilà, nous sommes repartis pour un nouvel épisode de découverte d'actes anciens du nord de la France, avec cette fois-ci, après un acte de décès, de sépulture dans les registres de Bousbecq, des actes de mariage dans les registres de Tourcoing, paroisse Saint-Christophe. Alors, ces registres sont un peu particuliers, mais je tenais à vous en montrer une page. Vous voyez qu'elle a une forme assez étrange. Vous avez un cadre ici, des choses qui sont hors cadre, qui sont souvent des dates, et des choses qui sont dans le cadre. On remarque que le tout a été coupé en 3 parties, et qu'effectivement dans chacune de ces parties on retrouve mention assez clairement d'un couple. On trouve dans cette présentation également des signes, des petits chiffres, des noms de communes, Lincel et Marcq. Alors pour ceux qui sont de la région, on connaît, c'est Lincel et Marcq-en-Barœul. Ici, il n'y en a pas. Ici, vous avez un grand texte, ici, vous avez un court texte, et ici, vous n'avez pas de texte du tout. Alors, il faut savoir que les registres de mariage de Tourcoing ne sont pas que des registres de mariage, ce sont des registres de mariage et de ban. C'est ce à quoi correspond en fait ce signe-là. Jusqu'à aujourd'hui, il faut toujours, avant de pouvoir se marier, publier des bans. Pendant 3 dimanches à l'époque, monsieur le curé, à la grand-messe paroissiale du dimanche, donc, annonçait que Ludovicus de Sante, Louis de Sante et Péronne Couvreur allaient se marier. Et il demandait à l'Assemblée, est-ce que vous voyez un obstacle à ce mariage? Obstacle de quel genre? Eh bien, il pouvait être parent à un degré plus ou moins lointain. Ils pouvaient également avoir des membres de leur famille, leurs parents qui avaient été parrains, marraines dans l'autre famille, etc. Et il fallait demander du coup des dispenses. Dispenses de consanguinité ou dispenses d'affinité. Si personne n'avait posé d'obstacle, eh bien, il n'y avait plus qu'à les marier. Ces traits-là correspondent donc au premier, deuxième, troisième dimanche, c'est fait. Les 3 bans ont été dits. Ces dates que l'on trouve en marge sont des dates qui correspondent à des dimanches. 17 juin, dimanche suivant, 19 juin. Ce sont donc des dates de ban. C'est pour ça qu'elles sont hors cadre. S'il y avait une date de mariage, comme c'est le cas ici, ou ici, elle serait dans le cadre, puisque c'est le mariage à proprement parler. Nous avons donc des parties avec texte, sans texte ou peu de texte. Ici, 2 communes, qui sont en fait les communes dans lesquelles les mariages ont été célébrés. Les bans ont été publiés dans la paroisse de Tourcoing parce que Louis de Sante habitait à l'époque à Tourcoing, ce qui ne veut pas dire qu'il en est natif, mais il y habitait. Péronne Couvreur, elle, habitait Lincel. Et comme on se marie dans la paroisse de résidence de l'épouse, eh bien, ils sont allés se marier à Lincel. Mais on a vérifié auprès de la population de Tourcoing qu'il n'y avait effectivement pas de problème. Je disais 3 bans, mais nous n'avons que 2 dates. Eh bien, c'est un mystère. Ceci dit, il n'y a pas nécessité de publier 3 bans. On peut très bien obtenir dispense auprès de l'évêché de bans. Ça peut être parce que, eh bien, à l'époque déjà, on mettait parfois la charrue avant les bœufs, et que donc Péronne Couvreur était déjà un petit peu enceinte, et que donc il serait assez malvenu soit de baptiser l'enfant avant qu'il soit marié, les parents, soit de marier ces braves gens avec madame avec un ventre énorme. Donc on hâte un petit peu le mariage et du coup on fait sauter des bans, on fait sauter des dimanches pour que ça aille plus vite. Ça peut être aussi parce que les personnages sont suffisamment connus dans la paroisse et que ma foi s'il y avait une difficulté, une opposition à leur mariage, eh bien ça se saurait assez vite. Quoi qu'il en soit, ici nous n'avons que 2 dates de ban et pourtant les 3 bans
sont signifiés. Ils le sont toujours. Hein. Il ne faut pas croire qu'il y a eu toujours 3 bancs, mais il y a toujours ces 3 traits. Ce qui veut dire que les bancs sont faits, même si les 3 n'ont pas techniquement, réellement été faits. Il y a aussi des chiffres. Ces petits chiffres-là, 38, pas toujours très bien écrit d'ailleurs, 39, 40. Vous voyez que le 4 est un 4 très moderne. En fait, ce sont des chiffres qui ont été ajoutés par le service d'archives qui détenait les registres à l'époque, parce que la paroisse de Tourcoing est très importante, qu'il y a donc de nombreux actes, et c'est plus facile dans une table générale, puisque Tourcoing a cette chance d'avoir, pour l'Ancien Régime, des tables, de mettre un renvoi à un numéro d'acte, plutôt que de renvoyer à une page, puisque vous voyez, les pages ne sont pas foliotées. Donc ils ont numéroté, bien ultérieurement aux actes, chacun de ces actes. Alors, dans le deuxième texte, où nous avons un petit peu de texte, on s'aperçoit que nous n'avons qu'une seule date de ban. Sauf que cette date de ban ne correspond pas à un dimanche. La date du mariage non plus, qui est la veille d'ailleurs. Ce n'est pas un dimanche. Donc ce n'est pas une publication de ban, ici. Ils ne se sont évidemment pas mariés 2 fois, 2 jours en suivant. On ne se marie pas en week-end, comme on dit aujourd'hui. On se marie dans un jour de semaine. Ça donnerait d'ailleurs peut-être des idées intéressantes à tous les couples qui aujourd'hui cherchent désespérément une salle pour leur mariage ou un célébrant pour leur mariage parce qu'ils veulent absolument se marier le samedi et forcément à la belle saison. À l'époque, et jusqu'à pas si longtemps, on ne se mariait jamais le samedi, ni le dimanche évidemment, qui est le jour du Seigneur, mais on se mariait en semaine. Et pas forcément à la belle saison. Les mariages aujourd'hui se concentrent sur ce qui est censé en tout cas être la belle saison, entre mai et septembre à peu près. À l'époque, on ne se marie que très peu. En plein été, juillet, août surtout, sont les saisons des moissons. Nos ancêtres sont majoritairement des cultivateurs et il est hors de question de faire autre chose que de travailler à l'époque des moissons. Vous me direz ici ça tombe mal parce que justement c'est le mois de juillet et le mois d'août. Oui, mais ça ne veut pas dire que tout le monde était laboureur. Donc tout le monde n'avait pas cette contrainte-là et il y a des mariages toute l'année, mais vraiment toute l'année, y compris au mois de janvier ou au mois de décembre, peu importe. Donc les artisans, par exemple, que ce soit au moment des moissons ou pas, ça ne changeait pas grand-chose pour eux. Nous avons donc 2 communes extérieures dans lesquelles ont été mariés les gens, Lincel, Marc en Barœul donc, et ici, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont tourquenois. Donc, ce qui explique que par-dessus, vous avez un texte qui correspond au texte classique, traditionnel des mariages. Par contre, ici, vous avez un texte quand même, pour dire qu'ils n'ont pas été mariés là, puisqu'ils ont été mariés à Marc, mais il y a eu quelque chose. Là encore, ça fait partie des mystères de Tourcoing, qui décidément ne fera jamais rien comme les autres. Allons-y pour repérer et pour essayer de transcrire cet acte, parce que avant de le traduire, puisque vous voyez qu'il est en latin, on va essayer de transcrire ce qui est écrit. Alors, globalement, on a dans l'acte le texte, avec 2 éléments qui ont été ajoutés ici avec une croix, et ici sur marge en quelque sorte. Donc le texte, une sorte de signature ou assimilée, et les 2 prénoms et noms des conjoints, plus le lieu de mariage. Alors le principe de rédaction, c'est qu'on commence par ces 2 prénoms. C'est pour ça qu'au-dessus, vous voyez, il n'y a que les prénoms et les noms, les bandes, le lieu où ils ont été mariés. Et seulement après, on ajoute le texte, le jour du mariage. Ce qui explique d'ailleurs ici que, eh bien, ils ont serré un petit peu trop, ils ont mis les noms et prénoms un petit peu trop haut, du coup ils n'ont pas eu assez de place, parce qu'il écrivait grand, pour écrire tout le texte. Donc il a empiété sur la marge.
Ici, donc, mariage à l'extérieur, mais néanmoins un petit texte. Qu'est-ce que nous raconte ce texte? Allons voir ça. En latin, donc. Le premier mot ne fait pas trop mystère. Ici, nous avons un H. On l'a déjà vu dans l'exercice précédent. C'est un H. Rien de particulier. Un A, un C, dont je vous rappelle qu'il est fait d'un crochet et d'une barre horizontale. Ce qui nous donne AC. Je ne traduis pas pour l'instant, on traduira après. Là, pas de mystère non plus. Un I, puisque c'est un chiffre romain. Le 7 que nous avions ici tout à l'heure. Et ici, on a une petite nouveauté. Un point et un A. Alors c'est un peu compliqué sur ce genre de document de savoir si les points sont faits exprès ou pas. S'ils sont des tâches qui viennent de l'autre côté, comme c'est le cas ici, si c'est fait exprès comme celui-là, un peu difficile. Mais là, la logique, une fois que vous l'aurez appris, fait que c'est un point fait exprès. Il est à côté des chiffres, et au-dessus vous avez un A. Alors aujourd'hui on n'écrirait plus A, en français en tout cas on n'écrirait pas A, on écrirait M, ou IM, c'est-à-dire IEME ou EME, puisque c'est le 17ième. Ce point, c'est ce qu'on peut appeler un point suspensif. Ce qui se trouve au-dessus est une abréviation, ou une conclusion en tout cas, de ce qui précède. Septième, septima. Point suspensif. La petite croix, on passe à la ligne du dessus. La croix est ici. Là, on retrouve une lettre que nous avons déjà vue dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, d'ailleurs, je vous signalais qu'il y aurait quelque chose à cette lettre qui changerait, qui disparaîtrait. Et pour le coup, ça a justement disparu. C'était pour le mot, le prénom Jean. Il y avait ceci, une boucle ici, une boucle là, on redescendait et on remontait. Et je vous signalais à ce moment-là que les deux boucles qui sont là avaient fini par disparaître. Et bien vous voyez, là elles ont disparu. On est avec un J, mais il a perdu aussi sa boucle du bas. Tant qu'à faire de perdre ses boucles, il a perdu toutes ses boucles. J. Autre chose que je vous rappelle, il n'y a pas de différence dans l'alphabet latin que nous utilisons entre le I et le J. C'est la même lettre, comme entre le U et le V. En fait, c'est un I. C'est Iuli. Mais pour rapprocher davantage du français, et pour faire une différence graphique, le scribe a rajouté, comme tous les scribes à peu près, une barre horizontale. Pour dire ça, c'est pas tout à fait un I. Pour nous, aujourd'hui, c'est un J. Ce serait un I, il n'y aurait que cette partie-là. J. Ici, c'est un U. Vous remarquez que, contrairement au texte précédent que nous avions vu, il n'y a plus le tilde. Vous savez, cette petite vaguelette au-dessus, qui nous indiquait que dessous, c'est un U ou un V. Mais rassurez-vous, dans ce texte, c'est juste une omission ici. On va le retrouver après. Mais évidemment, ce tilde va disparaître à un moment donné. Donc nous avons un U. Ensuite un L. Rien de très particulier. Ici, nous avons un petit souci, c'est que la lettre du dessus s'est imbriquée dans la lettre du dessous. Mais nous avons I, J, dont témoignent les deux points qui sont au-dessus. Ça, je vous renvoie à la vidéo précédente. Ce qui fait en fait II, parce que, encore une fois, pas de différence entre le I et le J. Yuli, 1687. Bon, pas bien de difficulté à ce niveau-là. On repasse en dessous, on revient à notre croix. Là, on remarque que le scribe n'était pas très consciencieux ou n'était pas très finot à ce moment-là. Vous remarquez que ici, par exemple, nous avons un D. Ça, on l'a vu déjà précédemment, sauf qu'il n'y a pas de trou au milieu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la plume était trop épaisse. Soit parce qu'elle était déjà bien usée et que le scribe n'avait pas pensé à la retailler, parce qu'évidemment, il faut la retailler
à mesure de l'écriture, eh bien, la pointe s'écrase, et il faut la retailler. Soit tout simplement il avait mis trop d'encre sur sa plume, mais enfin quoi qu'il en soit, on perd le trou du D ici. Un E, même chose, il n'y a pas le trou au milieu, le D qui donc se coince dans le II de la fin d'Yuli, le I avec le point. Ah, bah ça faisait longtemps, voilà des ponts, 1, 2, 3, 4, 5, et ça se termine par un S qui vient s'imbriquer dans le 7 qui est au-dessus. Alors je vais vous remontrer ce S, vous voyez. Le S est certainement la lettre qui a le plus de variantes d'écriture dans les textes anciens. Elle varie tout le temps, suivant la place où elle se trouve en particulier et l'époque à laquelle elle est écrite. Donc ici nous avons un S final. Voilà. Pour montrer que c'est cette lettre-là. Alors, nos fameux ponts. 1, 2, 3, 4, 5. C'est du latin. Ça se termine par un S. Ah! Donc c'est un I, puisqu'il y a un point là. Parce que c'est bien gentil de mettre un point, mais elle correspond à quelle lettre? C'est un point sur le I. Is, c'est du latin. Eh bien non, c'est pas un point sur le I, c'est même pas un point du tout. C'est un tilde. Alors il a perdu toute sa longueur et tout son caractère serpentin en quelque sorte pour devenir un point. Il n'y a plus de différence pratiquement entre le I, le point sur le I, et le tilde sur le U, puisque là en l'occurrence c'est un U, us, logique. Ce qui nous élimine deux ponts, pardon. Reste donc 3. 1, 2, 3. Donc forcément un M. Dedimus. L. I. Alors le point est dans le L. Du coup il ne se voit pas. Nos perches à pois de sucre de la fois dernière, il y en a deux avec une barre horizontale. Le E. Le R qui ressemble beaucoup au R que nous utilisons toujours aujourd'hui. Le A qui a un petit défaut de remontée, mais c'est un A. Et notre S comme tout à l'heure. Alors là il y a des taches qui ne facilitent pas la lecture, mais enfin c'est un S final. Litteras. On retrouve notre J de Yuli de tout à l'heure. Toujours même système. Hop, on barre. O, A. Pas de tilde. 1, 2, 3, 4. Là c'est un point qui est un peu glissé. 1, 2, 3, 4. Donc forcément ce sont de N. Ioanni. On change de ligne. Une lettre ici qui ressemble assez à celle que nous utilisons encore aujourd'hui, sauf qu'il y manque décidément une boucle ici, ce qui fait F. Alors pour différencier cette lettre du S, qui lui ressemble beaucoup, lorsqu'il est en allongé comme cela, on met à l'époque un trait en travers. Ça veut dire que ce n'est pas un S, c'est un F. Il y a un trait. Le R, bon là il est un petit peu biscornu, mais enfin c'est un R quand même. Un E, même chose, il manque le trou. On se retrouve avec trois ponts, pas de tilde par-dessus, donc c'est un M, un A, deux ponts, un tilde, donc c'est un U et un X. Là, le X quand même ressemble beaucoup plus à celui que nous utilisons aujourd'hui, contrairement à l'exercice précédent où, si vous vous souvenez bien, le X était comme ça. Et on avait ce X parce que c'était le chiffre romain de 10. Voilà. Ici, c'est quand même beaucoup plus moderne, ce qui nous donne Frémo. A, D, ad. Ici, l'un de ces mots où on ne sait pas trop où ça commence, où ça s'arrête. On a des espaces ici un petit peu. En fait, c'est toujours le même mot. Là, on a première lettre, pas de problème. Crochet, droit, C. A. Deux ponts, pas de tilde, N. T, perche à pois de sucre, pas de barre horizontale, mais c'est un T quand même. R, pas de problème. A, contrat. Ici, on a une lettre qui a été mal fichue, en fait. Ça arrive à tout le monde. Hein. Elle aurait dû être bouclée comme ceci et avoir un trait horizontal.
Et vous savez ce que c'est que cette lettre bouclée, avec une boucle donc dans le bas aussi, et un trait horizontal, c'est un G. Bon, ça y ressemble quand même, hein, même à notre G moderne. E, Zigo à ça. Ça, c'est ça. C'est la lettre qui est revenue piquée dans le E, mais ça c'est un E tout simplement. Deux ponts, pas de tilde, un N. D, alors là qui est parti, oh là, on ne sait pas où elle est partie, mais elle est partie. 1, 2, 3, 4, 5 ponts, et ça se termine en crochet. Souvenez-vous de l'exercice précédent, nous avions le prénom Jean, qui se termine donc par un N, et je vous avais montré que ce crochet qui repart dessous était une terminaison typique des mots qui se terminent donc ou en N ou en M. Ici nous avons quand même très clairement deux ponts et trois ponts, bien séparés. Ce qui veut dire que c'est un M. Reste deux ponts, nous avons un tilde, c'est un U. Contragendum. Le mot rajouté en exposant, trois ponts, M, ici le A manque toujours le centre, mais c'est un A, la perche à pois dessus qui a retrouvé sa barre, le T, le R, ça pas de problème. Ici on retrouve nos trois ponts du M, hop là, et ici il nous reste qu'un pont, et nous avons un point, donc c'est un I. Et nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est que cette affaire alors? Eh bien cette affaire, c'est une abréviation, c'est un signe abréviatif. Soit il est très court, et il veut dire la lettre qui est dessous, il faut la doubler, ce que les scribes utilisent donc lorsqu'ils veulent écrire un peu plus rapidement, au-dessus d'un M ou d'un N en particulier. On met un petit trait par-dessus en disant il faut doubler la lettre qui est dessous. J'ai pas fait de faute, monsieur, c'est juste que j'ai mis une abréviation par-dessus. Là, le trait est très long. Ça veut dire que c'est pas simplement une abréviation pour la lettre qui est dessous, c'est que le mot est carrément abrégé. Alors, si on reprend le mot, on retrouve donc matrim. Et le mot en entier, en latin, donc, c'est matrimonium. C'est un mot logique. Dans le contexte, ça ne peut pas être grand-chose d'autre. Donc le scribe n'a pas réécrit ce long mot, il a mis matrim, vous savez ce que c'est la suite. Donc, très long, c'est un mot qui est carrément abrégé. Court, c'est la lettre du dessous qu'il faut doubler. On repasse à la ligne du dessous. Notre J, ou notre I, peu importe. Pas de différence. Deux ponts, pas de tilde, in. Alors ici, on arrive au bout de la phrase. Enfin, au bout de la phrase, au bout de la ligne en tout cas. Mais ça fait déjà un moment que le scribe, qui visiblement ne désigne pas sur l'encre, écrit. Et sa plume commence à ne plus avoir d'encre. Il va falloir la retremper dans l'encrier, ce qu'il n'a pas fait tout de suite. 1, 2, 3. En fait, il manque un morceau là. 3 ponts, M. A. Même chose, pas tout à fait bouclé. Décidément, il faut la retremper dans l'encrier. R. Q. Et E. Ça, on le connaît. Alors, Q, pourquoi Q et pas G? Alors déjà parce que je vous disais, un G, ça s'écrit Y avec une boucle et une barre horizontale, ce qui visiblement n'est pas le cas ici. C'est doublement pas le cas parce qu'on n'a pas de barre horizontale, mais qu'en plus, c'est pas une boucle dans le bas. C'est une pique. C'est donc pas un G, c'est un Q. Alors évidemment, si c'est un P, on retrouve la même pique et il sera tourné vers la droite. Mais là, c'est un Q. Ce qui nous donne marque. Marque en barreul, en l'occurrence. Il y a juste quelque chose que le scribe a également omis, volontairement, hein, c'est tout à fait fait exprès, c'est que normalement, entre un Q et un E, eh bien, il devrait y avoir un U. Mais il ne l'a pas mis. Déjà parce que de toute façon, que ça s'écrive Q-U-E ou Q-E, ça fait que. Donc celui-là a décidé de ne pas l'écrire.
Et il indique d'ailleurs plus ou moins par sa finale que c'est plus ou moins abrégé. Ligne suivante. Pas de difficulté pour celui-là. On connaît tout. Crochet, horizontal, C. Là on retrouve des ponts. 1, 2, 3. Ça passe par-dessous. Ce qui veut dire que le dernier est un N ou un M. Comme il y a 3 ponts, c'est un M. Reste 2 ponts, un tilde, donc un U. Cum. Là non plus, pas de difficulté de lecture. Un M, un A, dont il manque toujours le centre. Le R, le G, encore une fois un Y avec une barre horizontale. Et vous voyez ici, c'est bien une boucle et pas une pique. A, R, E. Bon, il aurait pu s'abstenir de faire un E de ce genre-là en plein milieu d'un mot, mais bon, il a fait celui-là quand même. T, perche à pois de sucre. Là vraiment c'est pâté, pâté. Et puis A, Margareta. L'une des joies de la généalogie dans la transcription des actes anciens, ce sont les noms de famille. Parce que là vraiment, il n'y a pas de déduction facile. Ici on a un D, alors là il fait carrément le tour du bloc, et il vient chercher la lettre suivante. Deux ponts, on a 2 points. Alors dit, non c'est pas dit, c'est juste qu'il y a une tâche. En fait celle-ci sert à rien, c'est celle-là qui compte parce qu'elle est entre les deux, et que c'est du. C'est un nom de famille, donc forcément c'est de, D ou du quelque chose. Là en l'occurrence c'est du, ça c'est une tâche. Perche à pois de sucre, barre horizontale, donc T, O, I, il n'y a qu'un pont et un point, donc c'est un I, et puis un H. Alors cette fois-ci il ne boucle pas et dans le haut et dans le bas, parce qu'il n'y a pas de raison de remonter. Le mot est terminé, donc il n'y a rien à quoi le rattacher. On remarque au passage d'ailleurs que du toit, puisque c'est son nom, c'est écrit en 2 mots, ça peu importe, mais que T-O-I-H, pour écrire toi, faut le faire. On s'en moque à l'époque. Les gens savent en général pas écrire, et donc on écrit comme on entend. Alors du moment que ça fait du toi, que le H soit entre le T, le O, le I, le machin, que vous mettiez un T à la fin, ça n'a aucune importance. Ça fait du toi, tout va bien. En dessous, nous avons une petite signature, ou assimilée, avec une belle majuscule, qui est un A, E dans l'eau, un G, toujours notre Y avec sa barre, un I, alors le point s'est perdu quelque part là-dedans, le D, il manque un peu la base, mais un D, 1, 2, 3 ponts, un S final. On a 2 points. Ça ne peut pas être 2 I, forcément, sinon il y a un pont qui est tout seul et qui n'a rien du tout, ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un point sur un I et un tilde sur un U. Ce qui nous donne Aegidius, la version latine de Gilles. D, alors là aussi il fait le tour du bloc pour venir rechercher le E. L, E. Le P, en pique, vers la droite. Le L, le A, 2 ponts, il n'y a rien par-dessus, donc un N. Là, il s'est beaucoup moins embêté pour son C. Au lieu de faire un crochet vers la droite et un trait horizontal, il a carrément fait un trait vertical et un trait horizontal. Mais bon, c'est un C quand même. Le Q, en pique, et le E. Là, même chose que tout à l'heure, il n'y a pas de U. Planck. Aegidius de Le Planck. Et il fait suivre de son titre, S. Là, vous voyez que c'est pas un F parce qu'il n'y a pas de trait horizontal. Pourtant, ça ressemble à un F. Il n'y a pas de trait horizontal. Et puis il est un peu plus haut. Et ça, comme il n'y a pas de ligne d'écriture à l'époque, eh bien, la hauteur varie un petit peu suivant l'état du scribe. S, A. Là, on retrouve notre C comme ici. E, R, D, O, S. Sacerdos, qu'on utilise toujours en français aujourd'hui, évidemment écrit différemment puisque c'est plus du latin, c'est du français en mettant CE à la fin. Mais ça veut bien dire Gilles de Le Planck, prêtre, sacerdos. Puis nous avons
nos deux noms et prénoms en dessous, ceux des fiancés. Jean, alors là il s'est amusé dans les majuscules. Vous remarquez que Jean n'a pas de E, ce qui est une forme assez ancienne. On retrouve ici, comme pour le N tout à l'heure, les deux ponts et le crochet. Le F, alors là, comme je vous disais tout à l'heure, il s'est bien amusé. Le R, le E, 3 ponts, M, le A, le U, puisqu'il y a un tilde, 2 ponts, le L, le X. Vous remarquerez que Frémaux s'écrit sans L ici, alors qu'il y en a un ici. Encore une fois, ça n'a aucune importance, du moment que ça fait Frémaux, tout va bien. Ici, on va retrouver ce que nous avions au début du texte, le point suspensif. Le M. Alors tout à l'heure, nous voyions que le M final se terminait en crochet d'un sens. Ici, il commence en crochet, mais dans l'autre sens, puisqu'il commence. M, A, R, G. Alors là, on voit vraiment bien que c'est un Y avec une barre horizontale. Point suspensif. T, E. Margt. Marguerite. On enlève le riz. D, U, avec l'antilde. Le T, alors là aussi, c'est bien amusé. O, I, C, qui a sa barre qui n'est plus horizontale. Pourquoi elle n'est pas horizontale? Bien tout simplement parce que le T est en haut. Donc il ne peut pas le rattacher en bas, ou au milieu plus exactement. Il est obligé de commencer avec sa plume là où commence la lettre suivante. Donc le trait devient vertical, davantage vertical que horizontal. Et le T, la perche à poids de sucre. Dans le texte précédent, je vous disais que si on écrivait à cette époque-là C par une boucle, un crochet, et une barre horizontale vers la droite, dans les siècles précédents, on écrivait une boucle vers la gauche, un crochet vers la gauche, et une barre horizontale. Vous voyez qu'ici, il a repris un peu le système précédent. Il a fait la boucle, le crochet vers la gauche, et le trait horizontal. Bien, voilà. On a réussi à transcrire le texte. Maintenant, on va voir pour le traduire. Alors, ne vous en faites pas trop pour les traductions de textes en latin. Vous avez sur Internet plusieurs sites qui vous présentent les traductions des termes les plus utilisés dans les actes de baptême, mariage, sépulture, voilà, parce que ce sont quasiment toujours les mêmes. Il n'y a vraiment pas de choses très extraordinaires. Sur mon site, si vous allez dans la section téléchargement, sur ce site pratique, vous avez également le dictionnaire. Dictionnaire qui comporte des termes de français anciens et parfois spécifiques à notre région, des termes en latin et des termes en flamand. Vous allez donc retrouver tous ces termes à peu près dans ce dictionnaire-là aussi. Il est téléchargeable gratuitement comme tout le reste. Allons-y pour la traduction. Alors, ac. Ac, c'est ce, cela, ceci. Donc, ce 17e juillet 1687. Dedimus litteras. Alors là, l'expression est plus rarement utilisée dans les actes. On pourrait traduire ça par date de cet écrit, date de l'écrit. Voilà. Date de cette, comme on dit dans les textes plus anciens, date de ceste, de celle-ci, autrement dit. Ioanni, Jean, Frémaux, vous n'avez pas de traduction. Ad contragendum matrimonium. Alors même sans avoir fait de latin, tout le monde comprend à contracter mariage. In marque, à marque. Cum, avec. Margareta du Toit, Marguerite du Toit. Très bien. C'était très simple, non? C'était tellement très simple qu'en fait, on s'aperçoit que tout ce travail pour pas grand-chose, parce que finalement, on ne sait pas grand-chose. Cet acte ne nous dit pratiquement rien. Il nous dit que Jean Frémaux et Marguerite du Toit se sont mariés le 17 ou le 18 juillet 1687 à Marques. Alors, des Frémaux dans la région de Tourcoing, il y en a plein. Et ils se sont mariés à Marques.
Marc, c'est la ville d'origine de quasiment, pour ne pas dire absolument, tous les Dutois de notre région. Parce qu'il y a un lieu qui s'appelle le Toit à Marc-en-Barœul. Je pense qu'il y a à peu près la moitié de la population de Marc-en-Barœul qui s'appelle Dutoit. Alors allez y retrouver une Marguerite Dutoit. De qui est-elle la fille? De qui est-elle la parente? Qui sont les parents de Jean Frémaux? Eh bien cet acte ne nous le dit absolument pas. Mais comme vous êtes féru de généalogie, vous vous êtes dit, puisqu'il est indiqué qu'ils se sont mariés à Marc, il suffit d'aller voir dans le registre des mariages de Marc. Les célébrants inscrivent plus ou moins d'informations dans les actes. Ça, c'est très personnel comme manière de fonctionner. Avec de la chance, le curé de Marc aura écrit plus de choses, puisqu'il est plus directement concerné que le prêtre de Egidius de Leplanck, prêtre à Tourcoing. Oui, mais ça, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais parce que les registres d'avant 1691, registres de mariage de Marc-en-Barœul, n'ont pas été conservés, ou du moins n'existent plus, ou ne sont pas conservés dans les archives. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas le consulter, cet acte. Mais c'est intéressant parce que vous voyez, les bancs nous disent, finalement, alors à un jour près évidemment, mais ils se sont mariés le 17 ou le 18 juillet 1687, date que l'on ne trouvera pas dans le registre de Marc, et pour cause. Mais ça nous donne une date de mariage quand même, parce qu'on est allé dans une autre paroisse pour le chercher, ce mariage. Alors, comment allons-nous trouver des renseignements sur ces deux braves gens qui ont des noms et des prénoms très communs? Eh bien, il va falloir aller voir dans un autre type de document qui va nous renseigner et que nous aurons la joie, le bonheur et la félicité de transcrire dans un prochain épisode.